Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Allez, bienvenue à tous, c'est parti pour la dernière ligne droite, en espérant d'ailleurs qu'elle soit bien droite vers les phases finales de votre équipe. La saison s'approche de son épilogue, mais lequel? Qu'est-ce qui attend le FCG? Quel est l'état d'esprit et quelles sont les forces en présence? On va faire le point ce soir dans Terre de rugby avec celui qui était un peu notre fils à tous quand il a commencé à s'approcher de l'équipe première. Aujourd'hui, c'est un papa dans la vie, mais aussi papa de l'équipe. Fabien Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Ça va ou ça t'agace un peu quand on me dit ça? Que je suis le vieux? Ouais. Forcément, un jour ou l'autre, on y arrive. Hein. Non, ça m'agace pas. Non. Je le prends de bon cœur. Le vieux, toute proportion gardée, bien évidemment. On se blesse, souvent, c'est pas ton cas. En fin de saison, aucun club n'y échappe. Alors pourquoi et comment revient-on plus fort? Le préparateur physique spécialiste de la question, Patrick Chassin, est là. Il va nous en dire plus. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Mais très bien. Eh bien, bienvenue ici, sur ce nouveau plateau de Télé Grenoble. Il y a quelques années, on avait eu le plaisir de tout écouter, en compagnie de Guillaume d'ailleurs à l'époque. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Allez, tout de suite, on va commencer par quelques infos. Donc, celle qui a fait bien plaisir aux supporters crédules dimanche, 1er avril. Guillaume Aplon revient donner un coup de main à la suite de la blessure de Gervais Cordin. Écoutez. I obviously try to do the same stuff every single week. My roommate, Giovanni, will always laugh. I've got this red underpins away every. I want to say it softly, so not a lot of people know about it. So I've got this red underpins 3 times. Can't you see, like maybe 3 times a week, 4 times? Okay, let me just check. I can make it 5. Voilà, sauf que ceux qui comprennent bien l'anglais ont compris que cette traduction était complètement bidon. Le club a réussi son poisson d'avril parce que moi, j'ai roulé, j'ai marché, j'ai couru, hein, Guillaume. Moi, j'avais pas cette information-là. Donc... non, j'avais coupé un peu ce week-end. Mais surtout que alors, je ne suis pas la seule puisque l'info a même été reprise, comme on peut le voir sur le site de Rugbyrama. C'était crédible, non ? En fait, ça peut se produire. Un joueur qui joue au Japon comme ça et puis qui revient donner un coup de main à son équipe parce qu'il pense qu'il n'a pas complètement fini son chemin avec ce club. Non, mais des opportunités, c'est vrai qu'en fonction des saisons dans l'hémisphère sud et nord, elles sont un peu différentes. Donc, ouais, ça aurait pu être crédible. Je ne connais pas exactement le championnat japonais, mais bah, oui. Ça aurait pu être le cas. Non, nous non plus d'ailleurs, mais on va s'y pencher. Ils sont de plus en plus à aller à répondre à l'appel des sirènes du Japon. Allez, une info qui cette fois-ci n'était pas un poisson d'avril, donc le club appelle à aller voir bien sûr le match de ce vendredi contre Aurillac, mais appelle aussi à honorer Nigel Hunt à l'occasion de ce qui peut être le dernier match à domicile du 3/4 centre néo-zélandais. Il avait une année optionnelle, elle n'a pas été retenue, en tout cas pas dans les conditions d'une future saison prochaine en Pro D2. Et donc après 9 saisons, la page va se tourner pour ce joueur. On a bien retenu cet essai-là qui avait été marqué, qui était quand même plutôt pas mal, hein, celui-ci. C'est son dernier, d'ailleurs, qui a été marqué au Stade des Alpes. C'était contre Montauban. Nigel, du coup, est un petit peu triste, d'autant plus qu'il est blessé. Voilà, on l'a vu ce mercredi avec le sourire, mais dans l'impossibilité de s'entraîner avec ses coéquipiers. Et il va nous expliquer comment lui, il appréhende ce prochain match de vendredi au Stade des Alpes. C'est petite, le dernier match c'est dans la maison demain, cette semaine. Pour moi, c'est le club, c'est important. So, le gagner ce match est important pour nous. Oui, pour moi, c'est juste le match. C'est bizarre. Spécial. I don't know, but yeah, we'll see what happens. I find out tomorrow if I'm playing. So good luck to the team. So yeah, I'm very sad. Yeah, because
because I want to play my last match dans la mission cette semaine, but c'est comme ça, c'est rugby. De moi, le plaisir maintenant, peut-être encore une semaine, je sais pas, ouais, rester pour 1 year ou pour moi, c'est difficile, ouais. I understand. Ouais, ça c'est rugby, c'est sport professionnel maintenant. Ouais, le club de search pour chief young players, so I understand the decision. So c'est comme ça. Merci beaucoup, et beaucoup merci. Tous les supporters of FCG, Grenoble, le public, les sponsors, et toi aussi, la télé Grenoble pour everything. Yeah. So, merci beaucoup, merci. Alors pour ceux qui ne comprennent pas complètement l'anglais, ou en tout cas le franglais, il fait un effort, hein, Nigel, désormais pour parler le français. Donc il souhaite bonne chance bien sûr à ses coéquipiers pour le dernier match. C'est vraiment l'équipe. Hein. Quand on lui demande comment il appréhende ce dernier match, il dit c'est un match qu'il faut gagner, sans forcément penser à lui-même et à son sort. Il est effectivement très triste de ne pas pouvoir jouer ce match, et il a confirmé qu'il aurait aimé re-signer, qu'il aurait aimé finir sa carrière ici à Grenoble, et qu'il comprend les choix d'un club qui fait re-signer ou qui engage aussi des jeunes joueurs. Bah, c'est la vie il l'a dit, hein, c'est la vie, c'est le rugby. Après, c'est vrai que c'est un excellent joueur et que c'est une très belle personne. Enfin, Alexandre pourra peut-être Fabien pourra confirmer avec moi et Patrick aussi. C'est quelqu'un qui est hyper agréable à vivre au quotidien. Qui, je pense, n'a jamais triché et qui a toujours amené cette bonne humeur sur le terrain. Beaucoup de sérieux, qui a été souvent l'élément déclencheur à franchir cette ligne d'avantage qui est si précieuse dans le rugby français. Mm-hmm. Est-ce que tu confirmes le côté jovial, en tout cas, et très belle personne que... Non, Nigel, je le connais presque depuis le début. Hein. Il est arrivé en 2010. Moi, je suis arrivé juste en cours de saison, donc il est arrivé 6 mois avant moi. C'est un joueur hyper important de l'effectif. Il a toujours été présent. Comme dit Guillaume, il s'est jamais épargné pour le club. À chaque fois qu'il y a eu des matchs difficiles, il a toujours voulu revenir. Pour ce match-là, malheureusement, il va être un petit peu court. Donc on va faire au mieux pour essayer de lui amener un prochain match à domicile. Mais c'est vrai que c'est toujours des crève-cœurs de chaque année. Depuis maintenant plusieurs années que je suis au club, on va partir beaucoup de copains, pour certains des amis. Et c'est pas évident. Et je pense que c'est un moment que chaque joueur redoute. Mm-hmm. Voilà, de finir, c'est pas évident, et il aurait forcément aimé être sur le terrain ce week-end. Oui, surtout quand on veut choisir aussi le moment où on arrête et le club dans lequel on arrête. C'est vrai que c'est compliqué, mais il en va ainsi, comme on le disait, de ce rugby professionnel. Si tout se goupille bien, il est possible que Nigel soit avec nous la semaine prochaine, ici, sur ce plateau de Terre de Rugby. Il ne sera pas seul, d'ailleurs. Allez, un qui va partir et l'autre, qui a bien laissé entendre qu'il allait peut-être partir dans la presse, en tout cas, avant de confirmer qu'il serait bien là l'an prochain. C'est Michael Capelli, le deuxième ligne, qui a souffert d'une blessure au dos tout au long de la deuxième partie de saison. Ça fait un moment qu'il a repris la course. Le revoilà au collectif, prêt à tout donner après avoir été longtemps à l'écart du groupe. Il nous explique les conditions de son retour ici, enfin, à l'entraînement. Ouais, ça fait du bien au moral, mais c'est un peu plus épuisant quand même, hein, parce que mentalement, il faut vraiment se concentrer. Ça change vraiment des cardio qu'on fait en salle, où par exemple on nous dit de pousser, que ce soit pousser des barres ou de courir le long d'un terrain, c'est tout à fait différent. Mais par contre, ça me fait vraiment du bien. Ouais. Je me sens enfin apaisé et satisfait. Moi honnêtement je le sens bien et je suis impatient parce que j'ai raté vraiment les 2 tiers de la saison, on va pas se mentir. C'est-à-dire que j'ai raté toute cette phase un peu hivernale. Et il y a eu des matchs qui étaient compliqués, donc même pour moi c'était frustrant de regarder tout le monde à la télé et de rien pouvoir faire, en fait, de ne pas pouvoir agir. Je ne pouvais même pas venir au stade parce que je ne pouvais pas m'asseoir pendant plus d'1 mois et demi à cause de l'opération. Donc ouais, c'est vrai que c'était compliqué, mais là maintenant que je suis sorti un peu de cette phase compliquée, je suis vraiment content de retrouver le groupe. J'ai eu l'Oscar Midi Olympique. Non, voilà, en gros c'est pour dire que, je dis pas que le club m'a abandonné ou que le groupe m'a abandonné. J'ai juste qu'en fait, voilà, je suis parti juste avant l'opération en recevant cet Oscar, en ayant les honneurs de quasiment toute la ville, parce qu'il y avait un monde fou dans le village partenaire. Et après l'opération, voilà, exactement. Après l'opération, je suis reparti sur une personne lambda, c'est-à-dire que je me suis fait opérer, je me suis retrouvé dans un hôpital, je suis allé dans un centre de rééducation, j'ai passé plus d'1 mois chez mes parents, et c'était, voilà, pour moi, en gros, je suis passé des 2 extrêmes, quoi. J'avais réussi à cerner vraiment ce niveau, j'arrivais à faire des performances qui étaient vraiment satisfaisantes.
Et du coup, de m'écarter des terrains comme ça, c'était frustrant. J'ai passé 6 semaines dans un centre de rééducation, donc je pouvais même pas venir ici en fait. J'ai pu repasser 3 semaines ici où Pat s'est vraiment occupé de moi. C'est-à-dire que je faisais un programme un peu plus tranquille, c'est-à-dire que j'avais des gainages, j'avais de la course un peu sur tapis. Mais lui, il voulait vraiment pas prendre de risques, c'est-à-dire tant que j'avais pas fini ma rééducation là-bas, il pouvait pas faire grand-chose. Mais par contre, une fois que je suis revenu, il s'est bien occupé de moi et ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Il m'a foutu sous des barres de muscu, il m'a fait courir, on a fait des cardio et j'ai bien aimé, c'est que, il y avait vraiment une présence et il s'est vraiment occupé de moi, c'est-à-dire qu'il était, des fois j'avais un cardio à faire, il venait, il sortait avec moi, il regardait, il faisait cardio avec moi, après il retournait en salle ou sur tous les tous les exercices de gainage que j'ai spécifiques, il était là et il s'occupait de moi, quoi. Bon alors Patrick, on fout les joueurs comme ça, comme il le dit, sous des barres de muscu. C'est ça. Il en avait besoin, hein. Il l'a bien dit. Il y a eu un vrai contraste quand on a une grosse blessure au dos entre le fait d'être un athlète du rugby, d'être sur le terrain, d'avoir son trophée. Et tout d'un coup, on se retrouve vraiment à faire de la réhabilitation. On repart de zéro. On est avec des personnes âgées qui ont si mal au dos et on repart vraiment de zéro. Et non seulement il faut se réhabiliter le dos, et après, il faut se réathlétiser, il faut redevenir un athlète. Donc, c'était un très long chemin. Alors, sur ce qu'il ça disait, fait plaisir de le voir sur le terrain. Oui, carrément, et nous aussi. Ouais. Mais sur le fait qu'il a pu se sentir, en tout cas, passer du plus haut au plus bas, en tout cas à l'anonymat presque. Oui. Là, peut-être que vous avez un rôle ici, un rôle d'écoute ou d'échange au quotidien. C'est sûr que peut-être que de l'extérieur, on ne se rend pas compte, mais psychologiquement, c'est très fort. Ça veut dire, comme je disais, on est un super athlète et on se retrouve à faire du gainage avec une grand-mère de 70 ans à côté, en plus qui nous bat dans les premiers temps. Et psychologiquement, c'est un choc. Est-ce que c'est pas inquiétant de voir ce type de blessure sur des joueurs aussi jeunes ? Honnêtement, par expérience, c'est assez fréquent sur les deuxièmes lignes en début de carrière d'avoir des problèmes de dos. Et ça veut dire qu'il faut accentuer le travail de gainage. Il y a tout un travail qui doit être fait encore plus en profondeur, spécialement quand on est très grand. Ça arrive relativement fréquemment de voir des deuxièmes lignes dans cette situation après avoir joué beaucoup. On en parle avec vous parce que vous êtes le préparateur physique en charge de la réathlétisation des joueurs après une blessure, préparateur muscu aussi également. Le club a été touché par un certain nombre de blessures. On va en parler ici ce soir avec toi, Mathias. Bonsoir. Bonsoir. Donc notre journaliste à Télé Grenoble qui vient toujours nous faire un petit peu le tour de la question un peu plus en stats et en profondeur. Donc la blessure, alors on peut les voir tout de suite. Hein. Le groupe a été touché par un certain nombre de blessures et en particulier sur ce fameux dernier match au Stade des Alpes, donc contre Carcassonne, avec des joueurs d'envergure, des joueurs sur qui on compte. On voit ici Fifita, par exemple, qui s'était blessé au doigt. Vizinha souffre d'une déchirure. Il y a eu un KO. Il y a eu pas mal de pépins. Et puis celui-ci, surtout, on parlait des très jeunes joueurs. Gervais Cordin, qui a donc terminé sa saison et qui sera à l'écart de l'équipe pendant plusieurs mois, donc un ligament à céder. Donc, Mathias, c'est pas une exclusivité de perdre beaucoup de joueurs en fin de saison. Non, ça arrive. Non, c'est clairement tous les clubs sont touchés. On a vu par exemple en top 14 que Clermont très tôt dans la saison a aussi été touché par beaucoup de blessures et que ça les a rapidement éloignés d'un potentiel titre. La Rochelle récemment qui compte actuellement 5 blessés dans ses rangs sur cette fin de mars. Chez nous en top 14, en Pro D2 pardon. Bientôt peut-être, on espère. Il y a Bayonne aussi qui a été beaucoup touché, qui compte 14 blessés. Alors il y a de tout, il y a des entorses, il y a des déchirures musculaires, donc c'est vraiment divers et variés. Et il y a aussi Colomiers qu'on pensait capable de se qualifier aussi pour être dans cette phase finale et qui compte 13 blessés dans ses rangs. Ici en fin de saison, l'an dernier c'était plutôt en début de saison d'ailleurs Patrick, où il y avait une bonne vingtaine de joueurs quand même qui avaient été indisponibles. C'est vrai que quand on fait le bilan de la saison, ça a été plutôt positif. On fait une saison... on peut parler chiffres, mais il y a souvent toujours un niveau de blessés qui n'était pas spécialement élevé. Pour que vous vous rendiez compte, il y a 55 joueurs dans une équipe. Donc en fait, il y a toujours 8-10 blessés en fait. Et vous voyez les blessés que vous avez montrés, en fait, c'est plein de faits de jeu. En fait. Là, on a eu 3 faits de jeu où on ne peut pas y faire grand-chose. Et donc pour revenir à notre saison, en début de saison, on n'a pas eu beaucoup de blessés, donc ça c'était très bien.
Et plus ça avance, Parce que dans la saison, il n'y a pas un cumul de charges. Alors, de travail, certes, peut-être l'entraînement, mais aussi une charge physique liée à l'évolution du rugby pro, de Pro D2, face à des jeunes qui sont peut-être moins aguerris et qui ont du mal à supporter et à résister à cette charge, et qui fait que derrière, le corps est plus en alerte, lâche, etc. Tout à fait, hein, on voit vraiment que les blessures, c'est vraiment multifactoriel. Il y a le niveau de jeu, on voit qu'on joue dans un niveau professionnel où il y a des gros chocs. Les 3 blessures que vous avez montrées, c'est lié à des chocs en fait. Après, il y a l'âge des joueurs, l'expérience, l'histoire de chaque joueur, les blessures qu'il a eues avant. Voir, on a beaucoup de jeunes, voir s'ils sont encore à niveau sur la force, sur la vitesse, sur la puissance. On voit vraiment que c'est multifactoriel. Et spécifiquement en fin de saison, l'effet fatigue, que ce soit physique ou mental. Vous tracez ça, les joueurs, peut-être les faiblesses chez chacun d'eux. On dit peut-être lui, c'est plutôt les membres inférieurs, les membres supérieurs, le dos, les cervicales. Et en fonction de ça, on travaille des choses bien spécifiques. Oui, ça on suit vraiment parce qu'il y a des joueurs qui ont plus ou moins des faiblesses. Et un autre point qui est important, qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est les charges d'entraînement. On suit beaucoup mieux les charges d'entraînement chaque semaine, comment elles évoluent au fil de l'année. Et ça, sur ces 3-4 dernières années, ça a beaucoup évolué. Ça veut dire qu'on est capable de voir comment la charge d'entraînement sur le joueur... Et ça s'est bâti aussi par rapport à un référentiel qu'on a construit avec le temps, des données qu'on accumule durant des années en fonction des âges, des postes, des profils. Oui, alors il y a plusieurs choses différentes, hein. Il y a déjà, par exemple, dans la préparation physique, il y a une musculation, un entraînement en vitesse, un entraînement pour répéter les efforts qui va être différent à chaque poste. Après, on va, suivant les âges, pour moi, il y a comme une courbe. Ça veut dire que quand on est très jeune et qu'on arrive pour la première année dans un groupe professionnel... J'ai ma conclusion pour toi. Il y a un temps d'adaptation. Et pour les plus de 30 ans, on va aussi... Le but, c'est qu'il faut aussi adapter un petit peu les charges d'entraînement. Parce que Fabien, il est à peu près tranquille à l'entraînement ou Non, mais ça veut dire qu'on va être moins... Tout ça pour ça, tu vois. Moins exigeant ? Pas moins exigeant, mais il va peut-être faire un tout petit peu moins de travail que quelqu'un qui a 25 ans et qui va faire plein d'extras au niveau de la préparation physique. Ce référentiel de base qui va servir de tenir la saison. Ce travail, il a été déjà fait avant. Alors que pour pas mal on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes dans le groupe. Donc pour une bonne moitié du groupe, ce travail où on va faire beaucoup d'extras et on va continuer à construire l'athlète, il se fait maintenant avec eux. Ouais, alors vous disiez justement, il y a ce genre de blessures qui sont liées à des faits de jeu, il y a aussi celles qui sont liées aussi à une charge de travail, mais on souligne surtout qu'il y a plus de 50% des blessures qui sont liées au plaquage. C'est vrai que le rugby devient de plus en plus est développé physiquement, les joueurs sont plus grands, sont plus musclés, et il y a ces statistiques données par la Ligue sur 867 événements médicaux, donc des sorties sur blessures, il y en a plus de 120 qui sont liés à des commotions cérébrales par exemple, ou alors à des blessures musculaires. Voilà. Et ça, c'est difficile de préparer les joueurs sur les blessures qui sont liées au contact. Il y a des moments où on est un peu démunis, par exemple. C'est essentiellement lié au système défensif où maintenant on demande vraiment d'avoir un blocage sur le ballon, donc un blocage très haut. C'est vrai que ça engage les épaules et le haut du corps, la tête notamment. Là où à un moment donné, où on s'autorisait il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, à plutôt glisser au niveau du bassin et accepter que la personne franchisse la ligne d'avantage. Voilà, donc on subissait un peu plus. Et là, avec ce système de plaquage à plusieurs, souvent, donc un en haut, un en bas, fait que c'est vrai qu'on a un engagement plus fort de la tête avec l'augmentation des morphologies, qui est sans compter. Je crois que j'avais vu il y a eu une étude qui est sur les internationaux néo-zélandais, et en 10 ans, ces mecs-là ont pris 10 kilos, je crois que c'est ça à peu près. Et c'est difficile de revenir en arrière quand on ils cherche courent des solutions. toujours aussi vite, mais donc, quand tu rajoutes 10 kilos de masse à la vitesse, tu as un impact qui est encore plus fort et qui est plus dangereux, quoi. C'est pour ça que le niveau de jeu est important. On voit vraiment plus le niveau est élevé, plus c'est difficile de garder son groupe avec un minimum de blessures. Ou c'est aussi difficile de revenir en arrière et de se dire on plaque plus bas ou voilà, c'est je suis pas l'arbitre. Non, bien sûr. Et en fait, comme tu suis aussi d'autres disciplines, au foot par exemple, on se blesse tout autant en fin de saison.
Oui, tout à fait. Mais c'est plus lié. On peut plus imputer la blessure au joueur par rapport à sa charge de travail, justement, ce qu'on disait. Il y C'est a moins de lui-même. contact. Pas la faute d'un autre. Voilà, ou alors rarement, et c'est plus spectaculaire. Disons qu'au rugby, on est plus souvent blessé par la faute d'un autre. C'est lié à un contact, à un choc. Et puis en plus, parce que tout le corps est engagé. Fabien, défends-toi un peu parce que donc Guillaume a insinué que du coup c'était plutôt tranquille pour toi. Oui, je me plains pas trop, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Moi, je peux le défendre, hein, il Non, travaille dur. Hein. J'ai la chance, non, mais c'est comme dit Patrick, c'est vrai que quand on est jeune, il y a tout à créer. Moi, maintenant, ça fait plus de 10 ans, bientôt 13 ans que je suis professionnel, donc forcément, j'arrive plus facilement à gérer les charges. Je sais quand est-ce qu'il faut un peu plus me reposer ou quand il faut accélérer. Donc forcément, La voilà. connaissance de ton corps, enfin de ta propre gestion, tu y attaches beaucoup plus d'importance que quand tu étais jeune. Oui, mais bien sûr, parce que quand on est jeune, on veut toujours prouver, on veut toujours être devant, et puis on a encore tout à créer au niveau de la musculation, au niveau de l'aérobie, plein de choses. Quand moi j'ai mes certitudes, je sais que physiquement je vais être bien là, c'est beaucoup plus simple pour moi à me gérer par rapport à ça. C'est une certitude. Enfin, je sais pas. Patrick, comment ça se transmet ça? Enfin, comment on fait réfléchir le jeune joueur qui arrive sur la gestion de son capital physique, on va le dire comme ça? Pour moi, il y a deux choses. C'est le fait que déjà les aînés ont valeur d'exemplarité. Ça veut dire qu'un jeune qui arrive et qui n'est pas au niveau, il s'en rend vite compte à l'entraînement. Donc ça, c'est une chose. Et puis, c'est aussi, malheureusement, quand on a eu des petits pépins physiques, c'est souvent là où on se remet en question. Et c'est là où on dit, il doit manquer. Il doit manquer en force, il doit manquer en vitesse, il doit manquer pour répéter les efforts. La mise en chauffe, finalement, du corps, elle est plus longue chez les anciens? Ça veut dire quoi, ça? J'avais 45 ans ou quoi? Non, là-dessus, là où par contre je suis sûr on a beaucoup plus d'expérience, c'est que les saisons on sait qu'elles sont très très longues, que forcément tu peux pas toujours être premier et que tu faut le gérer. Et physiquement, n'importe quel joueur est toujours bien parce qu'on s'entraîne quotidiennement, on est tous les jours à la muscu, tous les jours quand on joue pas on fait notre cardio. Après, c'est l'aspect principalement mental qui fait que je pense un joueur se blesse ou pas. Moi, j'ai pu le vivre dans certains clubs où je m'entraînais très bien, pas très bien, parce que tu joues un peu moins ou quoi. T'es moins moins bien mentalement, et c'est là où la blessure elle arrive. Quand tu arrives après avoir plus d'expérience par rapport à ça, je vois que maintenant je suis quand même beaucoup moins blessé. Cette sérénité, elle te sert. Exactement, ça c'est une certitude. On sait que les saisons sont plus longues, que tu joueras pas tous les matchs, que le match, il faut que tu joues, que tu sois bon. Et puis, c'est plus facile que pour un jeune joueur qui connaît pas encore ça, qui s'entraîne tout le temps avec les espoirs et qui forcément voit ce monde pro, a envie de croquer en plein dedans, arrive à 2000% à chaque fois. Sur la saison, ça sera quasiment obligé. Si c'est pas la première, ce sera la deuxième, comme Mickaël, où forcément, tu as un peu pas des déficiences, mais tu as un peu des faiblesses dans certains facteurs et tu te blesses. Après, il y a gérer, parce que toi, tu es le 3e joueur le plus utilisé de l'effectif. Avec 22 matchs, tu as joué 1533 minutes cette saison. Et par exemple, les deux qui sont devant toi, qui sont Nigel Hunt et Vizinha, sont eux blessés, par exemple. Ouh, la polémique. C'est gérer aussi son temps. Non, mais c'est vrai qu'on disait que ça peut être les minutes en match, mais c'est aussi le travail à côté. Je disais tout à l'heure que l'une des choses qui évolue beaucoup, c'est justement cette charge d'entraînement. Où le but, c'est de prendre en compte le nombre de matchs joués, prendre en compte chaque semaine la charge d'entraînement qui a été effectuée, que ce soit rugby, préparation physique. Et là, on voit que les lignes changent et ça, c'est intéressant. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des joueurs qui continuent et il y a des joueurs qui continueront à se blesser. Après, c'est vrai que la charge, elle est aussi adaptée en fonction des informations qu'ils vous transmettent via l'appli ILG, c'est ça aussi? Vous adaptez en fonction de leur état de forme? Il y a une partie où on va demander aux joueurs son état de forme. Ouais. Et là, ce dont je parlais sur la charge d'entraînement, c'est une manière plus directe où on va mettre le GPS et en fait, on va mesurer tous les déplacements qui sont faits en match, mais aussi lors des entraînements. Ah, bien sûr. Et c'est avec ça, semaine après semaine, qu'on va gérer aussi la charge d'entraînement. Et je voulais te dire aussi une autre chose, c'est que pour le retour des blessés, oui, on y arrive. je suis pas tout seul. Oui.
Il y a Robin Panissé, on est deux en fait. Et Tout je à voudrais fait. quand même Alors, ça tombe bien, on y arrive à ça. Donc, et le retour des blessés, ça s'appelle, je l'ai dit en un mot tout à l'heure, hein, la réathlétisation. Et c'est donc, ça arrive après une phase où on ne peut plus bouger, ou alors on ne peut plus bouger une certaine partie du corps. Et en fait, à chaque instant, donc Robin Panissé et toi-même, donc, vous êtes vraiment aux petits soins chaque jour, vraiment au quotidien. Oui, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, les blessés, ils s'entraînent autant que les joueurs qui ne sont pas blessés. Mais ils s'entraînent là-dedans. Par donc, contre, ils vont, dans le centre voilà, d'entraînement. ils vont s'entraîner différemment. Voilà. C'est sûr, ça veut dire quelqu'un qui est blessé aux Bah oui. jambes, il va faire beaucoup de travail de haut du corps, Bien sûr. et inversement. Mhm. Mais au niveau du volume horaire, c'est assez proche en fait. Mhm. Ouais, voire plus. Alors avec de la musique aussi et de la bonne humeur. Donc parce que quand on passe, il y a toujours ça travaille dur, c'est pas facile, mais on tente toujours au moins de maintenir ce climat de confiance et positif. Ouais, on a vu l'aspect psychologique est important. Hein, qu'on le veuille ou non, une blessure c'est quand même un petit traumatisme. Et c'est important de prendre en compte l'aspect psychologique en fait. Bah, voire un gros traumatisme aussi. Ça dépend des blessures. Ouais. Et ça dépend des joueurs. Oui, là, qui réagissent plutôt bien aux blessures, et puis d'autres qui s'isolent. Mais le facteur psychologique est important parce que c'est aussi un gage de cicatrisation, quoi. Donc c'est important, on parlait tout à l'heure, le fait de revenir sur ces centres d'entraînement, d'avoir ce point de ralliement, de ne pas se retrouver tout seul, de ne pas cogiter, de continuer à intégrer, d'être proche du groupe, parce que même qu'on est blessé, on sort du groupe, hein, il faut se dire les choses. Hein. Vous ne vivez pas du tout la même chose, vous ne participez pas aux mêmes réussites, aux mêmes matchs. Voilà. Déjà, en tant que remplaçant, des fois, on ne vit pas la même chose. Mais si vous ne participez pas à l'effectif qui va attaquer le match, c'est encore autre chose. Donc voilà, cette prise en charge, elle a vachement évolué. Et puis elle est chronologique, c'est-à-dire qu'elle est comment dire, progressive. C'est-à-dire qu'entre une période de blessure et une période de haute compétition, on ne peut pas passer de l'un à l'autre, quoi. Donc cette phase de réathlétisation, qui est le prolongement de la kiné finalement, et qui doit permettre de remettre le corps dans un rythme de travail, de se réhabituer à des formes de contact, c'est ça, parce que quand vous êtes blessé du dos, on l'a dit tout à l'heure, pendant 6 mois, vous revenez, vous passez pas de tout va bien et j'ai fait beaucoup de muscu et je rattaque du contact, ça marche pas comme ça. Parce que là, c'est pour le coup, vous avez un vrai risque de récidive sur une autre blessure. Oui, c'est ça, en fait, qu'on craint le plus. Est-ce qu'on ne craint pas un retour plus tôt? Est-ce que vous êtes un petit peu plus prudent que vous ne devriez l'être, en fait? Oh, je pense que c'est compliqué. Fabien mais... a doliné à côté. Ce qu'il y a, c'est que c'est simple, ils ont un test. À chaque fois qu'il y a un blessé qui revient, il passe par MySprint. Faut pas dire tous les secrets. Il est sauvé, le joueur. Ça se passe comment, raconte? Non, ça veut dire qu'on teste le joueur à 100%. Ouais. Et S'il pète, on s'il repart pour 6 mois. on veut avoir... on ne veut pas mettre un joueur sur le terrain qui a 50% de ses capacités, justement pour pas qu'il se reblesse. Donc on essaye d'avoir quelques certitudes et les dernières séances chez les blessés elles sont très intenses pour justement avoir ces repères. Quel est le pouvoir qu'a le médecin et le préparateur physique, ou l'écoute qu'a le médecin et le préparateur physique, donc d'un point de vue du staff, parce qu'on a tous connu des clubs ici où tu disais tu avais mal là et on te disait si tu vas jouer, on va faire ce qu'il faut pour que tu joues. Et là, aujourd'hui, ça a bien évolué. Voilà, il y a une évolution de cette prise en compte de la sécurité du joueur, entre guillemets. Ouais, mais en fait, je pense que grâce au professionnalisme et d'avoir des entraîneurs qui ont de l'expérience, qui ont été joueurs professionnels avant, donc les entraîneurs, ils sont conscients qu'il n'y a aucun intérêt à faire jouer quelqu'un à 50%. Il faut avoir vraiment toute sa capacité, tous ses moyens pour pouvoir revenir sur le terrain. Et en phase de réathlétisation, est-ce qu'on accentue le travail sur la partie du corps qui a été blessée, ou on essaye de reconstruire le joueur en repartant de zéro, entre guillemets? Je ne sais pas si on peut revoir les images d'ailleurs, justement, par rapport à ça. Donc ça veut dire, en fait, il y a toute une toute une première partie dans la blessure. On ne va pas pouvoir aller directement travailler sur la partie lésée. Donc on va trouver des stratégies, si c'est en bas, c'est en haut, mais par exemple, si c'est le genou, on va travailler sur l'articulation au-dessus, au niveau de la hanche, de l'articulation en dessous, au niveau de la cheville. Ça, c'est la première partie, ce qu'on appelle plus la réhabilitation.
Et ce que nous, on appelle la réathlétisation, c'est vraiment quand on va pouvoir progressivement aller charger sur l'articulation qui a été l'articulation ou le muscle ou la pire partie du corps qui a été lésée. Et là, c'est exactement ça. On va faire un travail progressif dessus. On va travailler exactement là où il a été blessé jusqu'à ce qu'il ait le même rendement, voire plus, qu'avant sa blessure. Par rapport à ça, il y avait l'outil, le Cybex, qui nous servait à mesurer les différences. Exactement. Et on s'aperçoit que, par exemple, un quadriceps blessé pouvait devenir plus fort que l'autre parce qu'on l'a tellement travaillé. Voilà, là, ce dont on parle, c'est exactement ça. On peut comparer avec le muscle opposé. Donc, pour être très simple, par exemple, on se blesse au quadriceps et on a perdu beaucoup de force. On est à 40% par rapport au côté opposé. Et on va remonter jusqu'à qu'il soit 80, 90, 100, voire 105, 110. Et il peut se retrouver en fin de retour de blessure plus fort sur la partie lésée qu'il était auparavant. Là, comme là, avec Paulin, par exemple, qui n'était pas très content d'être filmé d'ailleurs sur cette séquence-là, d'ailleurs. Et il n'était pas à 100% du coup. Ouais, il souffrait un peu. D'accord. J'ai rien dit. Bon, Dylan, Jaco, on voit aussi que ça va mieux. En tout cas, ils se libèrent progressivement de leur plâtre, de leurs bottes. Un peu, ça va plutôt bien. On a vu Adrien Lator aussi tout à l'heure à l'entraînement. Voilà, ça commence à aller mieux. Il y a eu beaucoup de blessures, mais beaucoup de retours en perspective. Oui, après, beaucoup de blessures, il faut remettre dans le contexte. Tout à l'heure, je parlais... Quelques-unes sur un match, on a dit, surtout, voilà, exactement. En particulier. Mais tout ça revient dans l'ordre. Et en fait, ce qui est toujours dommage, c'est les blessures sévères, les blessures qui durent longtemps. Quand on est blessé 2-3 semaines, on peut accepter. Ou qui ont un impact après, important. On a montré aussi certaines blessures où là, ça va durer plusieurs mois et c'est là où c'est plus compliqué. Tu peux nous donner ce qui est fondamental pour toi en termes de prévention? Je pense connaître la réponse, mais voilà, est-ce que c'est les biceps ou c'est autre chose? Non, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes joueurs vont beaucoup à la salle muscu. C'est vrai que c'est la prise de volume, le dessin du muscle. Mais est-ce que ça, c'est vraiment fondamental c'est là où, pour nous, c'est bien parce que c'est un milieu où ça change énormément, où les choses ont beaucoup évolué ces 10 dernières années et évoluent encore très vite. Et donc on s'aperçoit qu'il faut être de plus en plus fonctionnel. C'est voir le corps dans sa globalité, travailler sur certains maillons faibles qu'on a identifiés, faire un travail de posture, faire des travails de transmission de force entre le haut et le bas et le haut. Parce que moi j'ai vu rentrer des machines très analytiques sur des mouvements très linéaires. Et puis finalement, ces machines, c'est même quand tu es arrivé, elles sont sorties de la salle de musculation au profit de poids libres, de barres, d'anneaux, tout simplement pour travailler dans une globalité, effectivement. Exactement. Qui allie à la fois la force, la proprioception et beaucoup de gainage, quoi. Parce que le corps, c'est un ensemble, quoi. Tu peux avoir des pistons qui lèvent 200 kg en coucher. Si tu n'as pas de canne pour pouvoir pousser, tu n'iras jamais à l'impact, quoi. Il y a beaucoup de vécu dans tout ce que tu dis, Fabien. Enfin, il te tend un petit peu la perche, justement. Toi, tu as été plutôt épargné ces derniers temps. Oui, je touche du bois. Après la première année, j'ai une fracture du péroné avec l'astragale. Oui, j'ai mangé mon pain noir en début de ma carrière. Et puis maintenant, ça va plutôt bien parce que je pense que mentalement, réellement, je suis bien et je pense que ça y joue. Ça y joue énormément. Après, des fois, il y a des grosses blessures parce qu'il y a des coups, tu peux pas. Voilà, t'as pas de chance. Le gars, il arrive, tu te casses quelque chose, ça peut arriver. Mais je pense que mentalement, si tu es bien dans ta tête et que tu te sens bien, tu as beaucoup moins de chances de te blesser. Ça, c'est une certitude. C'est ce que dit beaucoup Guillaume, ça aussi, quand on est quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on n'a pas le moral, ou quand une équipe est dans une spirale de défaite. Tu as des facteurs internes et externes. Interne, c'est tout ce qui a trait au club, les résultats sportifs, ton intégration dans l'effectif, etc. Et puis externe, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans un couple, où effectivement les nuits sont blanches, où ton enfant est malade. Ta femme t'a quitté. Interne, ça peut être encore le fait de ne pas avoir de contrat l'année d'après. C'est un vrai souci de savoir. Je pense que Fabien, le retour qu'il a eu ici, c'est aussi un gage de stabilité, un retour proche de la famille. Peut-être à un moment donné de faire une croix sur une évolution, parce que le club proposait aussi un niveau de jeu très intéressant, de dire je vais me stabiliser là parce que le niveau Tom 14 me va à merveille et que j'ai évolué dans un climat que je connais, etc. Et donc beaucoup de stabilité, que peut-être d'avoir cette idée de dire il faut absolument que je reparte ou que j'aille jouer plus haut, etc.
Et là, consciemment, on se ramène un peu de stress, de pression, donc un peu de tension au niveau des différents muscles qui font que ça augmente le niveau de blessure, certaines formes de toxines, donc on élimine moins les coups, etc. C'est pas très compliqué. Elle est en tout cas dans ces conditions, on t'a trouvé particulièrement attentif à l'entraînement. Donc on disait aussi que tu étais un des papas de l'équipe. Certains vont nous le confirmer d'ailleurs tout à l'heure. Mais je vous ai trouvé particulièrement tatillon, très exigeant aussi avec vous-même. Et je vous ai même tous vu beaucoup souffrir cette semaine. À l'entraînement, en tout cas. Voilà, très exigeant, pas plus que d'habitude, tu vas me dire. Non, pas plus, mais écoute, moi je suis plus sur la fin que le début, donc forcément je vois tout ce qui me plaît pas, tout ce qui nous manque pour toujours être meilleur pour le match. Et tu le dis. Oui, je dis, j'avoue que j'ai toujours du mal à tout garder pour moi. Voilà, je pense mieux vaut dire les choses et faire avancer que rien dire. De toute façon, il n'aurait pas une carrière aussi longue si ce n'était pas un compétitif et quelqu'un d'exigeant. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, pour tout, aujourd'hui, je joue aux cartes dans le but, je perds aux cartes, ça m'énerve. Je joue au Monopoly avec mes filles, je perds, ça m'énerve. Mais je pense que c'est le but quand on est sportif de haut niveau, c'est être compétiteur. Si tu n'as pas ça et qu'on en parlait un peu avant, et que tu joues ton match, tu le perds ou que tu le gagnes, c'est pour toi, c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas faire ce métier-là, c'est tout. Donc tu les pousses un peu plus, ces jeunes aussi dans le vestiaire, si ouais, tu joues un peu moins compétiteur. On se rend pas toujours compte, mais je pense que quand tu fais un bon entraînement, forcément ça amène des choses bien plus positives pour le match. Il y en a certains peut-être qui se concentrent un petit peu plus que pour le match et pas forcément pour l'entraînement. Donc je pense que voilà, on est un sport collectif. Si tous les joueurs on n'est pas dans la même direction, c'est beaucoup plus compliqué. Donc forcément, quand il y a des choses un peu à recadrer, on essaye de le faire. Peut-être pas toujours au mieux possible. Après, on y réfléchit, on va dire, à froid. Mais voilà, on n'est pas beaucoup. Arnaud, cette année, s'est blessé. C'était pendant un moment, s'est blessé. On est très peu de joueurs. Après, voilà, j'ai plus de facilité parce que je parle français et que je sens des fois la légitimité de le faire, de dire les choses. Forcément, c'est plus compliqué pour un jeune joueur de 20 ans de s'imposer dans ce rôle-là. Donc maintenant, on essaie de passer les bons messages. Voilà, on est peut-être à quelque chose de bien pour le futur. Voilà, j'aime pas trop parler. Il nous reste encore 2 matchs de championnat. Mais c'est important qu'on essaye de créer quelque chose. Le mieux aussi, quand on parle de ton rôle très paternel, entre guillemets, c'est de demander donc à ses enfants, à ses jeunes, et notamment Michael Capelli, qui est de retour et qui est très content aussi de te retrouver. Il te dit ici comment il voit, non, ça bâche pas trop, voilà, comment il voit effectivement ton rôle d'ancien du groupe. C'est un papy ? Non, c'est vrai que c'est quelqu'un d'hyper important dans le groupe parce que, il a quand même une sacrée expérience. Il est au club depuis un grand moment, il a été formé ici et il connaît quand même ce milieu-là aussi, quoi. Donc il nous apporte énormément à sa façon parce qu'il a tendance à s'énerver un peu, à crier. Ça, on le dit pas trop à la télé. Pardon, Fabio. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai raté. Merci. Donc voilà, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant et d'utile dans le groupe. Ouais. Voilà. Qui crie un peu, tu cries un peu des fois ? Tu cries ? Ouais, j'ai jamais vu crier, moi. Ma femme me dit tout le temps. Ah, voilà, ça c'est autre chose. Non, c'est vrai que ça a toujours été un peu, on va dire, mon défaut. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Pas forcément dans des façons aujourd'hui très positives parce que on est dans un milieu maintenant où on parle. Ça t'a coûté cher, non ? Il y a quelques années en arrière quand même. Quelques années, quelques mois. Ouais. Ça m'a toujours coûté. Ça a été un peu mon péché. Mais moi, j'ai toujours. C'est pas pour ça que je crie que j'aime pas les gars. Au contraire. On est plus exigeant avec les gens qu'on apprécie. Exactement, que j'apprécie, que j'ai envie qu'ils évoluent, qu'ils ne refassent pas forcément les mêmes erreurs. Et oui, je suis intransigeant. Je suis intransigeant énormément envers moi-même. Donc forcément, je le suis un peu avec les autres. Maintenant, il faut essayer des fois plus positiver parce que ça peut un peu... Certains joueurs, ça peut les crisper et puis ils perdent un peu leur capacité. Donc voilà, on essaie au maximum parler. Mais c'est vrai que des fois, quand rien ne va, c'est plus facile de crier pour se faire entendre que parler. C'est ça qui peut te coûter parfois un brassard de capitaine indiscutable quand on dit qu'on se cherche souvent toujours un capitaine, un meneur. Tu penses que c'est en termes de gestion peut-être de l'émotion ou du discours à faire passer que là ça peut peut-être pêcher ? Ouais, je ne vais pas faire de langue de bois. D'abord, ils me l'ont dit clairement. Aujourd'hui,
je suis pas capitaine parce que je suis quelqu'un un peu trop de sanguin. Donc voilà, ils préfèrent d'autres personnes. C'est pas pour ça que je parle pas dans le vestiaire ou quoi. Maintenant, c'est comme ça, voilà. Tu as le respect en tout cas. Oui, mais après, dès que je me prends un peu la tête avec quelqu'un, je vais aller le voir, je lui parle, on fait un retour. Il n'y a jamais de rancœur et c'est pas pour rabaisser les gens. Quand j'ai commencé le rugby à 20 ans, je jouais avec des gars qui avaient 15-20 ans de plus que moi. Ils nous mettaient bien plus bas que terre que ça. Et on essayait de tout faire pour pas qu'ils nous gueulent dessus. Donc c'était une façon de faire. Maintenant, on est dans un rugby différent où il faut tout positiver et il faut être... C'est la positive attitude. Donc, on va positiver. Alors du coup, cette dernière ligne droite, il vous reste 2 matchs, dont ce vendredi, on le sait, face à Aurillac. Vous finirez aussi à Angoulême. Comment tu la sens cette fin de saison? Très brièvement, vous avez des points vraiment à gagner et à garder, et notamment une troisième place. Il nous faut impérativement une victoire ou même une victoire bonifiée pour assurer une place de 3e ou 4e. Donc comment jouer les choses, il y a pas, voilà, on reçoit Aurillac qui n'a rien à jouer, donc il faut qu'on fasse un match plein, ramener au moins une victoire, voire plus. Je pense que voilà, c'est impératif. Et puis après, on aura un dernier match à Angoulême qui ne sera pas simple, parce que je pense qu'Angoulême voudra forcément bien figurer pour les derniers matchs, voilà, bien finir chez eux. Mont-de-Marsan, vous battez aussi, vous partagez cette 3e place avec Mont-de-Marsan, vous la disputez, on va dire. Mont-de-Marsan a un calendrier très difficile. Ouais, sincèrement, je ne regarde pas forcément les autres. J'essaie de me concentrer au maximum sur nous. Et voilà, le but, c'est déjà vendredi, ce match d'Aurillac. Si on gagne, on sera quasiment sûr de recevoir le quart de finale. Donc voilà. Et les phases finales, la montée, elle est jouable, toi, avec ton expérience, allons-y. Si tu parles sur langue de bois. Ouais, non, mais déjà, si on a un quart de finale, forcément, ça nous met un gros avantage pour espérer mieux. Après, je pense que sur la saison, on n'a pas été assez bon pour espérer une première ou une 2e place, qui était vraiment beaucoup plus simple pour accéder à une finale. Donc, mais les phases finales, c'est un one-shot. C'est un one-shot. Je pense que, en se projetant, entre guillemets, parce que voilà, je suis pas très fort par rapport à ça, mais on aura rien, si on gagne ce quart de finale, on n'aura forcément rien à perdre en demi-finale. Et après, voilà, comme tu dis, sur un match, tout est possible. Maintenant, est-ce qu'on aura la capacité de suite, après, monter et se maintenir? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas attendre une année, se renforcer? S'aguerrir, se renforcer, comme on a pu le faire avec l'expérience il y a 8 ans de ça. On avait raté la montée avec la demi-finale à la maison et on fait une saison pleine l'année d'après. En 2011, oui. Donc, on se rend compte que les clubs de top 14 aujourd'hui recrutent de début décembre à fin avril, quoi. Et après, même pas à début avril. Là, c'est quasi clôturé. Donc, finalement, après le choix des joueurs et puis le fait de rester concentré sur cette fin de saison, même si les dirigeants œuvrent à autre chose, c'est toujours compliqué, même pour arriver à décider des joueurs à venir signer dans un club où il y a encore cette incertitude-là. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on verra ensemble comment est-ce que ça va se goupiller. Merci beaucoup, Guillaume, pour tes analyses, comme d'habitude. Merci pour ta loupe, Mathias, sur le sujet du jour. Patrick et Fabien, j'ai failli appeler Alexandre également, décidément, nous aussi. Bah oui, voilà, de toute façon, on a l'habitude. Merci à vous deux et vraiment belle fin de saison à vous. Rendez-vous vendredi soir au Stade des Alpes contre Aurillac et à vous sur ce plateau mercredi prochain. Très bonne semaine. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.